Les conversations Les Dialna. conversations Les Dialna. conversations Dialna. Les conversations Dialna. Les conversations Dialna. Les conversations Les Dialna. conversations Dialna. Les conversations Dialna. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle conversation Dialna. Je suis toujours Nadia Boucheni, journaliste et cofondatrice de Dialna.fr. Bonjour et bienvenue dans les nouvelles conversations de Dialna. Je suis Nora Nour, portraitiste et cofondatrice aussi de Dialna.fr. Alors, donc, c'est la 8e conversation déjà. Et on voulait quand même revenir avec une dernière conversation pour cette saison, un peu compliquée, toujours à distanciel. Et on avait envie d'aborder une question en fait depuis assez longtemps sur Dialna, celle de l'engagement politique et en particulier au sein d'un parti, une grosse machine politicienne et surtout toujours quand on est une femme d'origine nord-africaine, ce que ça implique comme effacement de soi ou pas, et puis comme engagement personnel, voire psychologique, etc. Et pour cette question assez ardue, dirons-nous, on a encore une fois deux invitées, deux femmes passionnantes, engagées elles aussi en politique et qui ont eu une carrière localement. Alors, vous avez déjà peut-être découvert le parcours de la première dans nos pages, tout simplement, puisqu'on l'avait interviewée il y a quelques années déjà. C'est Habiba Digdad, bonjour. Bonjour Nadia, bonjour Nora. Donc, on va résumer vraiment très brièvement ta carrière, mais en gros, tu as été élue au conseil municipal de Nanterre pendant plusieurs années. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. Justement, tu vas aussi nous expliquer pourquoi. Et la deuxième de nos invités, elle a raconté son parcours politique et personnel, également les valeurs qui l'ont poussée à s'engager en politique. Elle les a racontées donc dans un livre sorti l'an dernier, il me semble. Le livre s'appelait « Sois une femme, ma fille ». Alors, il est derrière, mais je vous l'amène ici pour que vous le voyez mieux. Il s'agit de Latifa Chey. Bonjour Latifa. Bonjour, ravie d'être parmi vous les filles. Ravie de t'avoir avec nous. Et donc toi aussi, tu as été élue au conseil municipal, mais à Romans-sur-Isère, si je ne me trompe pas. Absolument. C'est ça. Tout à donc, fait. tu nous raconteras également les raisons du livre et puis ton parcours et ce qui s'est passé, parce que bien entendu, il s'est passé pas mal de choses, pas toujours agréables. Voilà, c'est la société qui veut ça. Eh ben, on va commencer tout simplement par la première question. En fait, je sais que vous l'avez raconté l'une et l'autre dans l'interview et dans le livre, mais est-ce que brièvement vous pouvez raconter du coup aux auditeurs et auditrices qui n'auraient pas lu l'un et l'autre comment vous êtes tombés en fait dans la casserole de l'engagement politique? Est-ce que c'était quelque chose qui était familier chez vous, l'une ou l'autre à la maison? Parfois, il y a certains pères de famille maghrébins qui étaient très engagés syndicalement. Lorsque certains travaillent dans les usines, etc. D'autres pas du tout. Donc, comment ça se passait chez vous et comment vous vous êtes lancé? Qui veut commencer? Latifa, peut-être. Allez, je commence avec plaisir. Moi, je dirais qu'il y a quasiment deux événements. Le premier, c'est vraiment, pour le coup, tu as parlé de papa qui est engagé syndicalement. Moi, ça a été le cas pour moi. Mon père était délégué CFDT. Donc, rapidement, je suis issue d'une fratrie de 8 enfants. Ma mère n'a jamais mis les pieds à l'école. Mon père était ouvrier. Ils sont venus tous les deux respectivement dans les années 60 fin des années 60 et 84 pour ma mère pour s'installer en France. Ils se sont installés à Romans-sur-Isère, une commune de 35 000 habitants dans un département rural. Je pense que c'est aussi important de le préciser par rapport à mon engagement politique. Et c'est vrai que moi, j'ai baigné dans une famille qui adore commenter l'actualité. Donc, on a toujours été baigné dans les commentaires de l'actualité, on est toujours en réaction par rapport à ce qui se passe. Et mon père était effectivement délégué CFDT, ce qui m'a permis moi aussi de voir comment mon père s'engageait, même s'il parlait très très mal le français, comment il s'engageait et quelle énergie il mettait pour défendre ses collègues de travail, par exemple. Et c'est quelque chose avec lequel on a grandi, qu'on a vraiment pour le coup partagé en famille, ce qui fait que dans la fratrie, on est 8 et on a 8 engagements citoyens différents. Moi, c'est vrai que je me suis engagée dans un parti politique assez rapidement, mais pour le reste de ma famille, ça s'est traduit différemment, mais il y a quand même cette notion d'engagement qui est très forte dans la famille. Ensuite, il y a un événement beaucoup plus personnel, quasi traumatisant, sur lequel je reviens justement dans mon livre « Sois une femme, ma fille ». C'est la rencontre avec le racisme quand j'étais toute petite, sur les bancs de l'école de la République, avec une enseignante qui a voulu me spécifier ma différence. Donc, elle explique qu'elle parlait de 732 après Jésus-Christ. 732, quand Charles Martel a chassé les Arabes hors de France, les Arabes comme Latifa, parce que nous sommes français. Donc, c'est quelque chose quand même qui m'a marqué
et qui m'a obligée quelque part à me poser la question par rapport à mon identité, même si j'étais haute comme trois pommes. Mais ces choses-là, effectivement, m'ont marquée et m'ont poussée à me poser quelques questions et à m'amener très, très jeune vers la politique. Ok. Et toi, de ton côté, Habiba, tu peux nous en parler? Oui, bah écoute, vraiment, c'est pas du tout le même parcours. Et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est qu'en fait, il y a plein de parcours différents. On a tendance à tous nous mettre dans le même panier, d'avoir le même parcours, alors que pas du tout. Alors moi, mes parents n'ont pas du tout engagés politiquement. Mes parents sont issus d'un milieu rural et très reculé au Maroc. Donc, pas du tout le même engagement. Mon père est arrivé en 1968. Et d'abord, il a travaillé comme tous nos papas dans les usines automobiles, mais il s'est très vite défait de cette condition d'ouvrier qui n'a jamais, en fait, ça n'a jamais été son truc et s'est lancé dans le commerce vraiment au bout de 5 ans. Quoi. Dès 1975, il avait déjà ouvert son premier commerce et à partir de là, ma mère l'a rejoint. Donc moi, je suis enfant de commerçant, donc c'est pas la même vie qu'enfant d'ouvrier. C'est pas le même rythme de vie et j'ai pas grandi comme on dit dans une cité. J'ai grandi dans une cité de cheminots où il y avait que des cheminots. Donc pour te dire un peu l'environnement dans lequel j'ai évolué, issu d'une fratrie de 7 enfants, que des filles pendant les 6 premières. Donc le garçon il arrivait vraiment bien après quand j'avais 15 ans, donc vraiment dans un milieu de filles. Mais donc, du coup, j'ai jamais senti un peu cette relation de différence déjà entre les filles et les garçons, parce que comme on n'était que des filles, la différenciation se faisait en fonction de nos caractères et pas par rapport au fait qu'on soit des filles et des garçons. Donc, on a été aussi élevés comme des garçons ou comme des enfants, on va dire tout simplement. Et j'ai jamais. Et donc, du coup, pas du tout d'engagement politique, bon, des liens très, très forts avec le Maroc, la solidarité, comme avec nos parents qui rentraient chaque été pour amener des choses de nos familles très, très pauvres. Hein. Nous, moi, la seule personne qui avait le bac à cette époque-là, c'était mon oncle, le petit frère de ma mère. Pour te dire le niveau, le niveau social, il était comptable, c'était déjà extraordinaire, tu vois. Donc, un milieu très, très pauvre. Et donc, du coup, j'ai eu un engagement, j'ai envie de dire, j'adorais voyager, j'adorais l'international. Et en fait, mon premier engagement, on va dire, entre guillemets, politique, ça a été de participer à une mission humanitaire au Liban, où j'ai rencontré d'autres jeunes filles et on a monté notre première association à notre retour, en fait, une association de solidarité. C'est ce qui m'a permis, en fait, de mettre un premier pied dans le monde associatif. Souvent, on a les parcours de personnes qui sont dans leur quartier, qui font de l'aide aux devoirs et tout ça. Ça n'a jamais été ça, moi, mon premier engagement, on va dire, associatif, moi, plutôt international. Et avec ces jeunes filles qui n'étaient pas de Nanterre, donc pas de mon quartier, vraiment de l'extérieur toujours, on a monté cette association-là et ça m'a permis du coup de m'ancrer un peu plus localement dans ma ville, alors que j'étudiais aussi à Paris, je n'étais pas vraiment dans Nanterre. Et donc de me mettre en lien avec les associations locales, avec les partis politiques localement. Et forcément, quand on est jeune et qu'on est très motivé et qu'on est très actif, on est tout de suite aussi, on va dire, entre guillemets, repéré par les partis et petit à petit, on s'engage auprès de ceux qui vous voient régulièrement. C'était mon cas, du coup, où je me suis engagée au Parti socialiste en 2001. Voilà, donc un peu mon parcours qui était d'abord associatif. Alors, j'étais très rapide, mais avant le Parti socialiste, j'ai un autre engagement, on va dire, politique associatif à la Ligue des droits de l'homme où je suis encore aujourd'hui. Ok. Je disais, on va revenir après en détail sur vraiment les débuts au PS pour toutes les deux. Je crois que Nora, tu avais une question. Une question où je pense que vous avez à peu près répondu, mais je vais quand même la reformuler. Enfin, déjà, je voudrais souligner quelque chose que Latefa a dit et que je trouve très intéressant dans les familles nord-africaines, la place de l'information. La place de l'information et la place du débat au sein de la famille politique. J'avais vu un truc, une story sur Insta où c'était marqué donner à un mec nord-africain ou arabe un paquet de cigarettes
une chaise et il vous refait la géopolitique du Moyen-Orient en 2 temps. Mais c'est vrai que l'information, le temps du JT et de la politique est hyper important, enfin souvent, en tout cas dans les familles. Donc ça peut, je pense que ça vous a bercé aussi. Et la deuxième chose, c'est quel a été vraiment cet élément déclencheur, c'est-à-dire l'élément qui vous dit, là, je me lance en politique, c'est bon. Après cet élément-là, je fais pas marche arrière, je fais un combat politique. Y a-t-il eu déjà un élément déclencheur aussi? Ouais. Du coup, je vais répondre. Vas-y, vas-y. Ouais, pour le coup, moi, du coup, je me retrouve beaucoup dans ce que Adiba a dit par rapport à son engagement associatif d'abord, parce que ça a été le cas aussi, même si je suis passée un peu rapidement. Mais on s'est d'abord engagé, mon frère et moi, on a créé une association pour l'apprentissage de la langue arabe au lycée. Ça s'est fait sur plusieurs temps, sur plusieurs années. On a réussi à le faire et ça a été la création de notre première structure associative. Et on était très, très fiers parce que beaucoup de nos enseignants de langue nous avaient rejoints dans cette aventure et ça nous avait vraiment encouragés. Donc, on avait effectivement, de par la constitution de ma famille, ce rapport à l'actualité, à l'engagement collectif, on avait vraiment, ça a été vraiment le pied à l'étrier pour commencer l'aventure collective. Et c'était vraiment quelque chose de super sympa, de très convivial. Je pense que cette notion-là, elle est vraiment importante. Et derrière, après, toujours dans la continuité du lycée, il y a eu le 21 avril 2002. Donc Jean-Marie Le Pen qui arrive au second tour d'élection présidentielle. À l'époque, c'était une catastrophe. Ça a vraiment été un traumatisme. Et moi, à ce moment-là, pour le coup, le déclic de la politique, à titre personnel, il est venu à ce moment-là. Ma prise de conscience en me disant, c'est quelque chose de grave, il peut y avoir un homme comme Jean-Marie Le Pen, président de la France, pour moi, ce n'était pas possible. Il y a eu là, à ce moment-là, un traumatisme, pour le coup aussi citoyen. Je me suis dit, je ne peux pas être spectatrice de la déchéance de mon pays. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on avait commencé à s'engager. Je ne pouvais pas voter, j'étais encore mineure à ce moment-là. J'ai participé à un certain nombre de manifestations à l'époque. Et ça a été vraiment mes premiers pas de militante politique à ce moment-là, parce que c'était juste pas possible de regarder ce spectacle-là sans rien faire. Donc après, il y a eu quelque chose de très pragmatique. Moi, je suis issue d'une petite ville rurale où il n'y a pas de ville universitaire. La question du financement de mes études s'est posée. J'ai dû travailler pour pouvoir me payer des études. Et c'est vraiment quand je suis devenue autonome financièrement après un BTS Assurance, parce que je n'avais pas la possibilité financièrement de faire des études loin de ma ville, que j'ai commencé à me dire, bon, OK, maintenant, je ne suis plus une charge financière pour mon père et ma mère, parce que j'avais cette maturité-là et que je n'avais pas envie de peser sur le budget de la famille. Je me suis dit, maintenant que je peux effectivement m'engager parce que je peux m'assumer financièrement, j'ai commencé à regarder ce que je faisais au niveau des partis politiques. Et très spontanément, je me suis orientée vers le Parti socialiste. Et c'est là que je me suis dit, c'est une grande famille politique qui prône la lutte contre les discriminations, l'émancipation, le progrès, l'égalité, que je vais réussir à apporter ma pierre à l'édifice. J'avais conscience que seule, je ne pouvais pas le faire et que la politique, c'est d'abord et avant tout une aventure collective. Donc, je me suis engagée corps et âme pour la campagne de Ségolène Royal à l'époque. Je me suis dit, une femme qui affronte les éléphants du parti politique, qui en veut, qui ne lâche pas, etc. Pour moi, elle incarnait vraiment ces valeurs-là. J'avais envie d'y croire et c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager pour elle. Et très, très rapidement, à l'âge de 23 ans, donc ça c'était en 2006, 2007, non, c'était en 2007 et 2008, il y a eu les élections municipales dans la foulée. Donc là, effectivement, jeune, femme, issue d'un quartier populaire, d'origine immigrée et qu'on suppose de confession musulmane, c'était un peu la checklist du candidat de la colistière dans une liste pour les élections municipales. Donc là, on est venu me chercher et je n'étais pas dupe de ce que je représentais à ce moment-là. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que c'était le moment pour moi ou pas de m'engager. Et j'ai posé mes conditions sur la table en disant, bah, écoutez, moi, je m'engage, mais à une seule condition. Si la politique, ce que je vois, on voit, ne me convient pas, je me réserve le droit de partir. Ça a été la seule condition qui était posée sur la table. Le maire, enfin, celui qui allait devenir maire à ce moment-là, a accepté. Et j'ai commencé l'aventure des élections municipales. Ma première élection à l'âge de 23 ans, on a gagné et j'ai été tout de suite nommée adjointe chargée des relations internationales, de la jeunesse et plus tard de la culture et du patrimoine. Donc ça m'a tout de suite permis si tu veux, de vraiment prendre des délégations importantes, des portefeuilles politiques importants et vraiment de produire de la politique et non pas uniquement être celle qu'on met pour faire joli sur une photo, quoi. C'est important de souligner ça aussi. Mais très clairement, je sais qu'on est venu me chercher un petit peu pour ça aussi. Il faut vraiment, je pense, le dire, en avoir conscience. Mais comme je l'ai dit, je l'ai laissé s'occuper de ça. Et moi, je m'occupais de faire de la politique.
Chacun son job. Absolument. Donc, l'élément déclencheur pour toi, ça a été l'élection Ouais. 2002, Le Pen Ouais. qui arrive en Ouais. finale. Ça, Ok. été vraiment. Habiba, toi aussi, il me semble, si je me souviens bien, que on est venu toquer à ta porte aussi assez jeune, ou c'était toi qui allais contacter, je me souviens plus, c'est toi qui as contacté des élus En ou fait, on est venu te c'était très progressif, moi. Ça n'a pas été, il n'y a pas eu de déclenchement en politique. Comme je disais, j'avais lancé mon association de main solidaire pour les échanges entre le Sénégal et la France. Et c'est comme ça que j'étais déjà sympathisante du Parti socialiste, parce que déjà, donc là je vous parle des années 2000, mais déjà en 93-94, j'étais dans le listing des sympathisants du Parti socialiste parce que un jour, un adjoint au maire à la santé de Nanterre était venu dans ma classe en troisième au collège et qui a eu un parcours dans l'humanitaire. Et moi, j'avais envie d'être médecin humanitaire, c'était un peu mon projet professionnel. Nous a raconté tout ce qu'il faisait et tout ça. Il était venu faire de la prévention sur le sida. En fait, dans la classe, et donc il a parlé de lui, il a parlé de Bernard Kouchner, et moi c'était mon idole quand j'étais au collège, avant. Et donc du coup, à la fin de la classe, j'ai été le voir en lui disant voilà ce que j'avais envie de faire, nanana, ils font de la politique. T'as une nénette qui a 15 ans qui dit ouais j'ai envie de faire des trucs et tout. Moi aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient, je prends son numéro, son adresse mail et tout, je le mets tout de suite dans mon listing parce que voilà, c'est des gens qui vont pouvoir peut-être intégrer ou ton camp, ou tu vois. Et donc il m'écrit en fait, il m'écrit quelques, à l'époque, au stylo plume, j'ai encore sa lettre, je l'ai scanné d'ailleurs. Il m'écrit et il me dit, voilà, on fait une réunion. Alors, il y avait les élections législatives à ce moment-là. Et donc, il invite, c'était pour la réélection de Michel Sapin, qui est à l'époque député du secteur, il a été transfugé sur Nanterre quelque temps avant de repartir chez lui. Et il était donc notre député, se représentait. Et donc, ils avaient invité à une réunion publique Bernard Kouchner. Donc, il m'a écrit en disant, il y aura Bernard Kouchner et tout ça, viens avec tes amis et tout. Donc, j'ai débarqué. Voilà, je suis venue avec ma sœur, je me rappelle ma grande sœur à l'époque. On avait 15 ans, tu vois. Et tu étais trop contente et tout de voir Bernard Kouchner et tout. Et donc là, c'était la section du Parti socialiste qui organisait en fait cette rencontre, forcément. Et donc, du coup, du coup, c'est de là qu'ils ont, du coup, le PS a récupéré mes coordonnées. Donc, je recevais de temps en temps les vœux pour aller à la cérémonie des vœux du PS ou à des fêtes de fin d'année du PS, des trucs comme ça. Donc, ils me connaissaient sans me connaître. Et moi, au fur et à mesure, c'est comme ça, en fait, j'ai participé à un déplacement avec la ville de Nanterre, à l'époque au Brésil. Et donc, le PS m'a demandé si je voulais y aller, parce qu'il fallait qu'ils donnent des citoyens, entre guillemets, tu vois. Et comme ils savaient que moi, j'étais proche d'eux, et qu'il fallait qu'ils mettent une dame, une femme, je pense que, je ne sais pas, c'était quoi les critères, ils m'ont proposé, j'ai dit ok, tu pars au Brésil, tu ne te dis pas non, avec la ville de Nanterre. Donc, j'étais partie sur le quota, on va dire, entre guillemets, PS. Et là-bas, j'ai rencontré, c'est toujours ce que je fais enfin, au fur et à mesure, là-bas, je rencontre la présidente de la Ligue des droits de l'homme de Nanterre, qui faisait partie aussi de la délégation du déplacement. Et donc, on se met en lien. Et à ce moment-là, on était un peu sur la fin avec notre association de main solidaire parce que bon, on était des étudiantes, on avait chacun notre parcours de vie, on avait du mal à mettre en place des projets et tout. Et je me dis, bon, peut-être finalement, je vais m'engager un peu plus dans Nanterre, dans ma ville. Et la Ligue des droits de l'homme, pour moi, c'était l'association toute trouvée, en fait, défense des droits en général, qu'ils investissent aussi pour l'international. J'avais aussi comme engagement très fort pour le peuple palestinien à l'époque, et je me retrouvais totalement dans ce que défendait la Ligue des droits de l'homme, et je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai trouvé mon association dans laquelle je vais m'investir, et en fait, très rapidement, je me suis retrouvée au bureau de l'association, et donc j'étais, dès 2004 ou 2005, j'étais présidente de la section d'AIDH, donc j'étais devenue un acteur politique local, associatif, dans la ville de Nanterre, tout en étant engagée entre-temps au Parti socialiste, en étant juste simple adhérente. Et donc, en 2008, quand ont eu lieu les élections municipales, tout naturellement, c'était évident pour le Parti socialiste d'avoir sur sa liste la présidente de la LDH de Nanterre, engagée et tout ça. Et moi, quand tu dis, toi, tu n'étais pas dupe de ça, moi, franchement,
À aucun moment, j'ai pensé que j'étais une femme, que j'étais maghrébine. Pour moi, j'avais ma place en tant qu'activiste politique, socialiste, tout simplement. Et donc, je ne voyais pas comment je ne pour moi, c'était ça les critères, quoi. À aucun moment, je me suis dit, oui, bah, je coche la case femme, diversité, non, non, non. Moi, c'était plus sur l'engagement politique. Ouais, et pendant longtemps, moi, j'ai toujours évolué comme ça, même professionnellement ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu l'impression d'évoluer en tant que femme ou en tant que maghrébine. J'ai toujours l'impression d'évoluer parce que j'étais moi, en fait. Peut-être que j'étais dupe, hein, je ne sais pas, mais j'ai jamais eu ce sentiment-là, donc ce rejet. Et quand j'avais un rejet, je ne le mettais jamais sur le fait d'être femme ou sur le fait d'être maghrébine. Je le mettais toujours sur autre chose, sur mes compétences ou peut-être que ça ne matche pas, ça ne marche pas, ou sur mon comportement, mais jamais sur ces aspects-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur la liste au municipal en 2008, où j'étais pendant 6 ans conseillère municipale en charge de mon quartier, le quartier du Chemin de Lille, où je présidais du coup le conseil de quartier. Et en 2014, j'ai été élue adjointe au maire déléguée à la santé. Donc voilà un peu, j'ai pas eu de déclenchement, pour revenir à ta question, Nora, j'ai pas eu de déclenchement en fait pour le fait que je m'engage. Pour moi, ah oui, alors ce qui m'a décidé d'être sur la liste des municipales, c'était plus ça, c'était le fait de me dire que c'est mon engagement politique associatif demande quand même on sollicite beaucoup les politiques. On sollicite beaucoup les décideurs, la préfecture, les maires, les autres élus, pour avoir des financements, pour pouvoir mener nos actions. Et quand on se dit, bah, finalement, on serait peut-être encore plus efficace si on est nous-mêmes décideurs, du coup. Donc, c'est ça, je me dis, bah, du coup, je vais passer de l'autre côté et pour, on va dire, concrétiser mon engagement politique, parce que la vérité, c'est là qu'il se concrétise. Toutes les associations qui mettent des choses en place, elles le peuvent parce que les pouvoirs publics veulent bien leur permettre de les mettre en œuvre. Donc, voilà, c'était plus ça mon déclenchement pour m'engager, on va dire, de manière élective, on va dire. Voilà. Vous avez donc, vous l'avez dit, toutes les deux commencé, fait votre parcours politique, au PS. Donc, c'est effectivement le parti qui est venu vous chercher de par votre engagement associatif. En fait, la question que je me pose, vous voyez, quand on était plus jeune, enfant, ado, etc., et la politique était un truc un peu flou, hein, un peu obscur, spontanément, en tout cas c'était mon cas, spontanément je me disais la gauche et donc le PS, parce qu'en plus on est un peu plus âgé que toi Latifa, et on a grandi avec Mitterrand au pouvoir, etc., Jospin par la suite et d'autres, et donc la gauche et le PS nous paraissaient naturellement plus sympathiques entre guillemets, et en tout cas plus proches de ce qu'on pouvait vivre, et peut-être ceux qui étaient plus à même de comprendre nos vies. Je mets ça avec de gros guillemets parce que même nous, je pense qu'on n'avait pas conscience complètement. La question, en fait, avec tout ce truc un peu flou, c'est que est-ce que pour vous, c'était naturel, en fait, en tant que femme d'origine africaine, d'être de gauche, tout simplement, avant même de penser parti PS? Est-ce que la question s'est jamais posée de se dire est-ce que j'ai des valeurs de droite, des valeurs de gauche, ou c'était vraiment complètement naturel? Il n'y a pas eu de question à se poser. Je peux répondre? Vas-y. Ouais. J'ai même honte, moi, quand je m'engage même dès le début, même dans mes associations, je me dis, mais c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche? Non, déjà, moi, je me dis, mais j'ai appris. Parce que moi, je n'ai pas eu ce parcours dans les syndicats et lycéens, syndicats étudiants, dans les partis, on va dire, de jeunes politiques. Je n'ai pas eu cette formation du tout. Moi, vraiment, je suis tombée directement dans mon engagement politique associatif et je l'ai concrétisé au Parti socialiste. Mais je n'ai pas eu tout cet apprentissage. Donc, moi, j'ai appris ça au fur et à mesure. Et bon, naturellement, quand tu t'engages dans la solidarité, les valeurs de partage, je ne dis pas qu'il n'y a pas à droite, parce qu'il y a aussi des associations, on va dire, plutôt de droite, on va dire plutôt catholiques, tu vois, qui sont dans l'aide et tout ça, et qui sont
pas forcément à gauche, mais qui ont aussi ces valeurs de partage. Mais c'est assez particulier. Quand tu évolues dans une association comme la Ligue des droits de l'homme, qui est très ouverte, où on défend énormément la laïcité, la place de tout le monde, où on défend les différences, et bon, il y a beaucoup de questions de solidarité, de défense des droits. Moi, je me suis beaucoup engagée pour le droit des sans-papiers. Et surtout quand tu évolues dans une ville de gauche, parce que encore, la ville est communiste aussi, donc c'était pas évident. Parce que moi, je dis souvent ça. Souvent, on me dit, mais j'aurais pu être au Parti communiste aussi, parce que je sais qu'il y en a qui sont passés au Parti communiste, alors que c'est le parti majoritaire. Encore aujourd'hui, on va dire, dans l'esprit, parce que dans les urnes, finalement, c'est plus vraiment ça. Mais à l'époque, c'était encore très, très fort le parti communiste. Et en fait, peut-être qu'ils n'avaient pas, pour eux, je ne correspondais peut-être pas à leur idéal de militant communiste. Moi, je le dis tranquillement. Alors qu'au Parti socialiste, c'est beaucoup plus ouvert, où il y a et j'ai jamais senti de rejet, hein, je le redis. Et donc, j'ai appris, en fait, en m'engageant, en fait, que j'étais, après coup, que j'étais à ma place, en fait. Donc, je n'ai pas d'abord analysé en me disant où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je veux. Je me suis engagée progressivement. Et en fait, naturellement, tu te rapproches de ceux qui partagent les mêmes valeurs que toi, les mêmes combats que toi. Et à l'époque, je peux vous l'assurer. Et je peux même l'assurer encore aujourd'hui, parmi les militants du Parti socialiste, les gens sont très engagés. Les gens sont très engagés sur plein de questions de solidarité. On se retrouve tous. On en reparlera après. Ouais. Ce qui a bouffé le PS, ce sont ceux qui étaient en haut. Mais oui, voilà. À la base était très, très, très large. Et quand tu évolues dans un Parti socialiste qui est aussi très offensif, très à l'opposition, à l'époque de Chirac, après de Sarkozy, tu peux que t'y retrouver parce que déjà, il y a de la place pour tout le monde, on est dans l'opposition et on défend tous des belles choses et personne ne va te dire non, tu vois. Donc, on était déjà dans un autre environnement. Ouais. Et pour toi, Latifa, est-ce que tu savais, tu faisais... tu faisais finalement entre les valeurs de droite de gauche et c'était naturel pour toi d'aller à gauche? C'était à la fois très naturel et j'avais parfaitement conscience que je n'étais pas du tout d'accord avec Nicolas Sarkozy. Hein. Donc, moi, quand je fais la campagne de Ségolène Royal, il ne faut pas oublier qu'en face, elle avait un certain Nicolas Sarkozy et que Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a quand même fait beaucoup de tort à la France, notamment dans les partis dits populaires, entre autres. Plus marqué, du coup. Voilà. Et pour le coup, pour moi, c'était il avait des aspects un peu socialistes, parfois, on pourrait dire. Et du coup, Sarkozy, là, ça c'était vraiment la vraie fracture. Ouais. Voilà, ça a été vraiment pour le coup une vraie fracture et je ne me voyais pas ne pas faire campagne à ce moment-là pour cette femme qui, pour le coup, incarnait les valeurs auxquelles moi, je pouvais m'identifier. Et je réinsiste sur le fait que moi, mon engagement, il a commencé dans une commune rurale, dans un département rural. Et des profils comme le mien qui s'engagent, qui poussent la porte de la section locale du Parti socialiste, ça se compte sur la moitié des doigts d'une main. Donc, c'est tellement rare que quand j'arrive, je suis un petit peu regardée comme quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Et pour le coup, Abiba, contrairement à toi, c'est que moi, on me l'a spécifié. On m'a dit, tu es la surprise du chef. On m'a dit, c'est ça qu'on veut montrer, en me pointant du doigt devant tout le monde. Donc, si tu veux, je ne pouvais pas faire semblant d'ignorer que j'étais différente de ceux qui étaient là en train de militer depuis des années au Parti socialiste. Cette différence-là, je l'ai tout de suite comprise. Et de toute façon, en étant passée d'un quartier populaire dans un quartier plus résidentiel, à l'école, cette différence, comme je vous le disais tout à l'heure, on me l'a spécifiée et je l'ai retrouvée parce que n'étant pas dans une grande ville, étant dans une petite commune d'un département rural, et forcément, l'engagement des jeunes femmes est beaucoup plus rare. Tout de suite, on ressent tout de suite qu'il y a quelque chose de pas très courant. Et moi, pour le coup, ça a marqué mon engagement à un moment donné. Et il n'en demeure pas moins qu'on m'a fait confiance et qu'on m'a confié des responsabilités très, très jeunes. Et que c'est pareil, je ne suis pas passée par la case MJS, par exemple. Je n'ai pas été formatée à l'école du MJS. J'ai commencé à m'engager pour Ségolène Royal par rapport aux valeurs qui étaient les miennes. Et très rapidement, la campagne des municipales est arrivée et je suis rentrée tout de suite, en fait, non pas au PS quasiment, mais vraiment dans les affaires de la commune, en étant adjointe aux relations internationales avec 9 villes étrangères, en étant tout de suite sur les questions liées à la jeunesse, à l'émancipation des jeunes. La confiance m'a été réitérée plus tard ensuite avec le départ de l'adjointe à la culture et donc j'ai récupéré le patrimoine à la culture. Donc tout de suite, j'ai été vraiment, on m'a mis le pied à l'étrier de l'action publique
Et c'est d'abord comme ça, en fait, que j'ai travaillé et que, pour le coup, les notions de solidarité, les notions d'émancipation, de lutte contre les discriminations, elles ont vraiment pris une dimension très pragmatique sur le territoire dans lequel je vivais. Et après, chemin faisant, hein, mon engagement s'est construit. Et oui, convictions font que je suis une femme de gauche. Je pense que je l'ai toujours été. Et c'est marrant parce qu'entre mon père et ma mère, la question se posait entre Lionel Jospin et Robert Rue à l'époque. Donc voilà, c'était quelque part entre deux, quoi. Donc voilà. C'est ça. Tu dis quelque chose d'intéressant quand tu racontes que voilà, les gens du parti, de l'antenne locale, te disaient ouvertement tu es là pour ça, la surprise du chef, etc., en te pointant du doigt. Par rapport à Habiba qui dit que voilà, tu ne percevais pas le fait d'être utilisée, entre guillemets, je me demande s'il n'y a pas aussi tout simplement une différence de période. Le moment où tu t'es engagée, toi, Latifa, j'ai l'impression en tout cas qu'une certaine parole s'était déjà un peu plus libérée de par, je pense que, bon, ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense que l'arrivée de Sarkozy vraiment sur la scène nationale en tant que Premier ministre a ouvert des vannes pas possibles. Et je pense qu'à ce moment-là, les gens pouvaient se permettre, même à gauche, de dire ouvertement, en parlant d'une femme nord-africaine, bah voilà, ça, comme tu disais, c'est là pour, en gros, pour attirer aussi un certain électorat, quoi. Et on l'utilise. Et c'était peut-être pas quelque chose qui se disait ouvertement au moment où Habiba s'est peut-être lancée avant de se présenter directement, enfin d'être vraiment dans la campagne municipale, mais au début de son engagement. Est-ce que c'est quelque chose que j'extrapole ou je suis dans le vrai d'après vous? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Même si je n'ai pas vécu l'engagement plus tôt. Mais quand même, globalement, la parole s'est libérée. Enfin, moi, j'ai même carrément entendu des camarades qui me disaient une beurette parce que… On t'a perdu. Parce que chez Diana, le mot beurette, il fait bugger, en fait. Ouais. Mais parce que j'ai bugué quand t'as dit beurette. Ça a coupé tout de suite. Hein. Une censure qui est arrivée là. Direct. Mais oui, mais moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Et en plus, c'est hyper violent à entendre à l'âge de 22-23 ans parce qu'on est vraiment au début. Enfin, moi, je venais juste de me former, je venais juste de prendre, de commencer mon activité professionnelle. Il y avait tout ça à gérer en même temps. Et il y avait aussi ces termes-là quand on voit la figure et tu n'es pas armé, pas encore en tout cas. Donc, moi, ça, je l'ai entendu vraiment de la part même parfois de certains, entre guillemets, camarades qui étaient soi-disant bienveillants. C'est-à-dire qui allaient se permettre de me donner des explications ou de me faire des commentaires sur mon engagement, qui sont allés jusqu'à me dire, si un jour tu as envie de faire de la politique, il faudra que tu te maries avec un bon Gaulois. Je veux dire, c'est juste surréaliste. Et ça, je l'ai entendu, moi, de la part de certaines personnes qui pensaient être bienveillantes avec moi, qui avaient envie de me voir produire de la politique plus tard, mais en m'expliquant qui je devais aimer. Et paradoxalement, justement, dans leur comportement, c'est qu'à la fois on louait mon activité, mon engagement, parce que j'avais vraiment envie de produire de la politique. Je n'étais pas là pour faire de la représentation. Et en même temps, on me disait, mais tu comprends, désolé, une beurette, elle ne pourra jamais être maire de Romans. Des choses comme ça, très paradoxalement. Et ça s'est étalé sur 12 ans, jusqu'aux élections législatives, où là, ça a explosé en vol, parce que par ailleurs, entre-temps, j'ai quitté le PS en 2015. Mais je pense qu'on en reparlera dans la conversation. Voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, où il y a vraiment eu complètement la parole libérée à certains moments et on a pu la prendre en pleine face. Voilà. Mais si je peux me permettre, je pense que si on a pu te dire un truc comme ça, c'est que tu étais jeune. Je pense qu'on se permet beaucoup de choses quand on est jeune, quand on s'engage. Moi, j'ai entendu plein de choses quand j'étais beaucoup plus jeune. Moi, quand j'ai été élue la première fois, j'avais 31 ans. Donc, tu vois, c'est déjà… Et puis, avant d'être élue, je suis engagée politiquement. Bon, je suis au Parti socialiste, donc on me connaît depuis 2000 jusqu'à 2008. Tu vois, pendant 8 ans, 2001. Donc, pendant 7 ans, tu vois, j'étais au Parti socialiste sans être élue. Donc, tu vois, moi, mon engagement, il ne s'est pas mis en place avec un mandat municipal. J'avais vraiment un engagement politique pour l'organisation des élections, de chaque élection, les cantonales, les départements, les régionales. J'ai participé aux campagnes et tout ça avant de moi-même être sur la liste en 2008. Donc, en plus, voilà, moi, j'ai dit, j'avais 31 ans quand j'ai été élue la première fois. Donc, forcément, c'est pas le même décalage. J'avais déjà 2 enfants quand j'étais
quand j'étais élue en 2008. Tu vois, c'est pas le même, c'est pas le même âge, c'est pas la même génération. Donc forcément, les gens ne se permettent pas la même chose. Et en plus, je pense le fait qu'on n'est pas dans le même milieu, dans un milieu un peu plus urbain, populaire comme Nanterre, où des personnes engagées, peut-être pas forcément politiquement, mais associativement dans les quartiers, dans une ville qui faisait à l'époque 90 000 habitants, mais un peu plus aujourd'hui. Forcément, il y a de tout. Donc, on est plus spécifié en fonction de nos origines. Même si ça commençait à se décanter qu'à partir de cette époque-là, on va dire peut-être les élections de 2001, on a eu des élus enfin d'origine maghrébine, mais pour une ville où on a une forte communauté algérienne, je me demande bien si ce n'est pas la plus forte de toute la France, ne pas avoir eu des élus d'origine algérienne bien avant, c'était quand même assez étonnant. Et c'est vrai que pour le coup, le Parti socialiste, par rapport au Parti communiste, a été un des premiers, même sur la scène nationale, à mettre en avant des élus d'origine maghrébine. Et c'est qu'après que d'autres partis de gauche, après ils étaient majoritaires, donc c'est un peu plus normal. Mais pour dire que ce discours-là, moi je ne l'ai pas eu, on ne m'a pas pointé de cet ordre-là, parce qu'on était quand même plusieurs, quoi. Moi à l'époque, il y avait déjà 2, 3, 4 personnes d'origine maghrébine qui étaient même au-dessus de moi, de la génération d'avant, qui était déjà là aussi. Donc, sur Nanterre, en tout cas, ce n'était pas le cas. Ok. Nora, je crois que tu avais une autre question. Moi, justement, c'est le contraire de la tienne de question. Toi, tu parles du socialisme et de la gauche. Si est-ce qu'on va naturellement, quand on est issu de l'immigration, vers la gauche? Moi, je pense justement à ces femmes nord-africaines qui sont à droite, notamment Rachida Dati et d'autres. J'ai l'impression qu'elles sont plus critiquées et par le groupe et par la population. Et est-ce que c'est naturel d'aller à droite quand on est nord-africaine, quand on est d'origine nord-africaine ou d'immigration, et pourquoi elles sont plus critiquées, justement, à votre avis? Je pense que d'abord, elles sont plus critiquées parce qu'elles sont femmes, que tout de suite, c'est facile de critiquer le comportement, l'attitude, l'engagement d'une femme. Une femme politique, c'était d'abord un spectacle, certains disaient. On est regardé, scruté sous tous les angles. Dès qu'il y a une femme qui rentre, on va regarder Cécile Duflot à l'Assemblée nationale le jour où elle a porté sa robe à fleurs. Il y avait juste l'impression qu'elle donnait... voilà, je veux dire, il y a eu des comportements de députés de la nation qui sont censés quand même faire les lois de notre pays et qui ont réagi comme d'une manière totalement puérile et complètement hallucinante à ce moment-là. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que les hommes partagent depuis des siècles et des générations, et on peut le voir à l'œuvre. Donc, je pense qu'il y a déjà une critique, pour le coup, beaucoup plus facile parce que c'est une femme. Et alors que cette critique-là n'a pas lieu d'être, c'est une femme qui s'engage, et à ce titre-là, on doit respecter son engagement. Moi, je suis vraiment... on ne partage pas du tout les mêmes idées toutes les deux. Mais je respecte profondément l'engagement qui est le sien en tant que femme politique, parce que c'est du temps, parce que c'est de l'engagement, parce que voilà, elle a fait des choses au sein de son parti, de sa famille politique, qui globalement force aussi le respect en termes de trajectoire, en termes d'engagement, en termes de continuité d'engagement depuis très longtemps, même si je partage quasiment rien de son engagement. Je trouve qu'elle a quand même été aussi, elle a joué un rôle modèle par rapport à certaines jeunes filles qui peut-être en ont besoin, ou certains jeunes garçons aussi, parce que c'est aussi ça, c'est que quand on est dans la politique, on a aussi ce rôle quelque part de modèle identificatoire accessible qui vont parler à certains. Moi, là aujourd'hui, je suis à Lille, j'ai passé la soirée avec des jeunes filles de Mons en Barreul, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elles vont s'identifier à des femmes qui leur ressemblent un petit peu plus, et Rachida Dati fait partie de ces femmes-là. Et si je ne le comprends pas, je peux le comprendre, je sais que ça existe, ça n'a pas lieu d'être, quel que soit l'engagement qui est celui d'une femme ou d'un homme, il doit être respecté à ce titre-là. Et après, c'est place au débat et aux échanges qu'on peut avoir sur telle ou telle thématique. Si, Habiba? Oui, je pense que Rachida Dati, c'est un cas à part, je trouve aussi, vu tout ce qu'elle a vécu. Mais j'arrive pas à voir d'autres femmes de droite d'origine nord-africaine dans mon imaginaire. Je sais que ça existe, mais pour moi, il n'y a que Rachida Dati. C'est vrai que... Je vais te dire,
moi, je vais te donner une explication pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, Rachida Dati, si elle devait s'engager à droite, elle ne le ferait pas. C'est-à-dire qu'il y a il y a une période, même la droite, cette droite républicaine humaniste un peu qui avait été représentée par Chirac, De Villepin, elle n'existe plus. En tout cas, elle n'est plus représentée, on va dire, de manière nationale. Et donc, c'était un autre parti. Hein. Je pense que c'était une autre ambiance, un autre environnement où certainement certaines personnes d'origine maghrébine pouvaient s'y retrouver. Moi, je pense que nous, de par notre parcours en tant qu'enfants et dans nos villes où on évolue, on partage ces valeurs de gauche. Mais je pense qu'il y a aussi une part de conservatisme chez nos parents qui peuvent être aussi récupérés par les enfants. Certains sont très conservateurs par des gens qui sont comme nous, hein, qui sont plus conservateurs et qui seraient peut-être un peu plus proches peut-être de la droite. Mais la droite d'aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'elle est devenue hyper réactionnaire, hyper qui se rapproche vraiment des thèses de l'extrême droite. Et aujourd'hui, c'est juste pas possible. Et je pense qu'ils se sont tiré une balle dans le pied. Hein, mais par rapport à cet électorat, peut-être qu'ils en veulent plus, peut-être aussi. Mais je pense que Rachida Dati, comme certains, se sont engagés à une époque où la droite n'était pas celle d'aujourd'hui. Ensuite, elle est critiquée. Je rejoins Latifa là-dessus parce que c'est une femme, parce qu'elle tient tête, parce qu'elle parle bien. Et ça dérange. Ça dérange. Donc, forcément, elle va être critiquée par la gauche parce que on ne partage pas les mêmes idées, on ne partage pas les idées du parti dans lequel elle est engagée, mais elle va être aussi critiquée par la population parce que c'est une femme d'origine maghrébine, et puis en interne, c'est une adversaire redoutable. Donc, forcément, elle ne fait pas l'unanimité. Et pourtant, elle a été élue à Paris, elle est encore maire, donc c'est qu'elle bosse. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, je dirais que alors je ne sais pas, peut-être vous allez me dire le contraire, les personnes engagées à droite d'origine maghrébine, je les trouve très discrets. Oui. Je les trouve très discrets. Il y en a plein, mais ils ne vont pas s'engager. C'est quand même dingue. Ils ne vont pas s'engager sur des positionnements politiques nationaux. Ils vont être bien dans leur place en tant qu'adjoints au maire, élus dans leur ville de droite et tout ça, en menant des politiques envers leurs citoyens. Et les politiques municipales, elles se ressemblent un peu toutes. Après, il y en a qui vont mettre plus l'accent sur la sécurité, plus l'accent sur le social. Ça dépend du type de population que tu as. Mais sinon, ils ne vont pas aller plus loin sur l'engagement national ou des prises de position nationales. Ce serait suicidaire. Et on ne les entend pas. Et parce que justement, c'est juste impossible, je pense, pour eux de pouvoir s'exprimer nationalement. Pour en revenir brièvement à Rachida Dati et la manière dont elle a été perçue et dont elle est perçue, on parlait, je ne vais pas le redire parce que ça va bugger, on parlait du mot en B, malgré son poste, garde des Sceaux, d'avoir été appelée elle aussi. Donc, tu vois, de Latifa, jeune élue qui commence sa carrière politique localement dans un milieu plus rural, et Rachida Dati qui est un peu plus âgée et qui était au niveau national, la perception finalement de la femme nord-africaine, elle ne change pas, quel que soit ton milieu, le domaine où tu évolues. On te ramènera toujours à ça, quels que soient tes accomplissements. En tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on voit vraiment tout type de femmes très différentes les unes des autres sont ramenées à cette simple appellation, à ce simple fantasme qui est derrière, quoi. Là-dessus, excusez-moi, je voulais juste te dire, c'est la preuve par A plus B que le racisme, c'est bien quelque chose de systémique, et que ça prend toutes les phases de la société, enfin toutes les strates de la société, puisqu'une Taubira aussi a été insultée de tous les noms. Et donc, tu prends une femme noire dans la rue, elle va être insultée, on l'a vu dernièrement, la Poissy, de tous les noms, et Taubira, pareil. Donc, comme quoi que le racisme, ça traverse toutes les strates. La classe n'efface donc n'effacerait pas la race. Comment et encore plus les femmes. Et encore plus les femmes. Donc, il y a tout ça qui joue en même temps, d'être d'origine maghrébine plus femme. Et donc, celles qui persistent et qui restent, c'est du rock, quoi. Voilà. Et elles mettent beaucoup de monde contre elles, en réalité. C'est ça aussi qui est à l'œuvre. Hein. C'est qu'on va chercher à décrédibiliser la parole par tous les moyens. Ouais. Et comme tu l'as dit, Nadia, de Rachida Dati, en passant par Habiba, peut-être un peu moins ou moi,
cette image qu'on a envie de coller à la personne, c'est vraiment c'est la grande facilité pour la décrédibiliser. On a bien vu Christiane Taubira, j'ai profond respect pour son engagement et pour ce qu'elle fait. C'est juste honteux la façon dont elle a été traitée. Même la députée Obono, avec laquelle je Daniel Obono. tout, Daniel Obono, c'est pareil. Donc on voit bien qu'il y a on est sur des questions de racisme intersectionnel où on va cumuler l'aspect social, l'aspect femme, homme, le fait de venir d'un quartier populaire, etc. Tout ça fait qu'à un moment donné, ça vient et ça crée quand même beaucoup de violence à l'égard de celles qui osent l'aventure, par exemple, de la politique ou de postes à responsabilité, et elles se le prennent de plein fouet. Donc, c'est un vrai fléau. Je ne pense pas qu'on puisse faire voler ça en éclats, mais il y a beaucoup... En tout cas, déjà, la parole se libère et on peut en parler. C'est déjà assez important. C'est pour ça que moi, je voulais vraiment le faire à travers mon bouquin et ça m'aide quand j'interviens dans les milieux scolaires de pouvoir en parler pour dire il n'y a pas un milieu qui échappe à ça. On peut être au sein d'une assemblée nationale et critiquer de façon complètement bestiale une femme juste parce qu'elle porte une robe. Et c'est par l'éducation, c'est par la pédagogie, c'est par la citoyenneté qu'on réussira à limiter les effets de ces comportements ingrats et absolument détestables. Et voilà, quand tu décides de faire de la politique et prendre le micro, on trouve ça encore pas normal, mais c'est pas grave, on est là et on compte bien l'ouvrir pendant encore un petit moment. On t'écoute religieusement à savoir est-ce que tu vas pas faire une erreur, une petite faute, tu vois. Ouais, c'est ça. Sentiment-là que je prends le micro. Que les hommes, en fait. Vous êtes beaucoup plus scrutés que les hommes dans votre parcours scolaire, que dans votre façon de vous exprimer, de vous habiller. Tout est scruté, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et moi, on m'a même dit une fois, parce qu'on scrutait ce que je mange aussi. C'est-à-dire que quand il y avait un buffet, on allait voir si on me tendait un verre de champagne ou une assiette avec de la charcuterie pour voir comment j'allais me comporter. Donc, on allait même scruter ce que j'allais mettre dans mon ventre. Enfin, à quel moment ça a une importance pour toi? Je suis une femme politique, écoute ce que j'ai à dire. Écoute mes propositions, critique-les, on en débat. Mais ce que je vais mettre dans mon verre, un verre de soda plutôt qu'un verre de champagne au moment de la victoire de François Hollande, on me dit tu fais pitié. Enfin, c'est des choses. Enfin, moi, je voulais vraiment le raconter parce que c'est grave. En fait, on se rend pas compte. Et c'est d'ailleurs quand j'ai écrit mon livre que j'ai pris conscience de toutes ces petites choses qui ne sont pas que des détails. Ça dit beaucoup de choses sur le rapport qu'on a encore aujourd'hui aux femmes, comme moi, comme Alpha, qui font de la politique, ou comme vous, qui prennent le micro et qui décident de s'exprimer publiquement. Enfin, on en arrive là. C'est presque schizophrénique, quoi. On se dit, mais c'est juste pas possible. Je fais quoi? Je l'écoute pas, je réagis, je passe à autre chose. Enfin, c'est vraiment une demande parce que nous, à Nanterre, au contraire, on va toujours prévoir du poisson, on va toujours prévoir autre chose à boire. C'est l'inverse, on va scruter. C'est qui va boire de l'alcool? Ouais, mais on scrute quand même. Ouais, voilà. Non, comme quoi, en fait, c'est pas les mêmes environnements. Et les témoignages, ils sont vraiment différents, quoi, tu vois, parce qu'on n'évolue pas dans le même milieu. Et je pense que la tendance que ont certains, en gros, c'est des fois de généraliser des parcours ou des expériences en pensant que c'est partout pareil, en fait, alors que non. Nora, vas-y, je te laisse continuer. Ça, je t'accorde la parole. C'est trop bonne aujourd'hui. Non, c'est trop, Nadia. Non, je passe à la question suivante. Donc, moi, il y a une question qui me vient justement juste après ce que vous venez de dire, c'est le self-care, c'est comment vous vous protégez de tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attaques psychologiques, physiques, émotionnelles et voire même administratives. Enfin, j'ai l'impression que vous touchez à toutes les palettes de violence quand on fait un parcours politique. Comment vous vous préservez dans ce milieu et comment vous vous préservez dans une structure où les gens ne vous ressemblent pas, en fait. En tout cas, pour la TIFA, tu es rentré dans un groupe où le groupe ne te ressemblait pas nécessairement. Et ça demande aussi un peu de self-care, quoi. Comment vous faites pour vous protéger, en fait? Moi, personnellement, je savais que ça allait être compliqué. C'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé à ma famille avant de m'engager. Et que j'ai posé sur la table ma seule et unique condition, à savoir que si la politique, ça ne me convenait pas, j'arrêtais. Simplement, quand j'ai découvert la politique de l'intérieur et que j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses et que ça pouvait changer la vie des gens,
Là, je me suis dit, même s'il m'arrive des choses à titre personnel, il y a quelque chose de beaucoup plus important que moi, c'est l'intérêt collectif. Et je le dis honnêtement, c'est vraiment ce qui m'a fait tenir à un moment donné. Et que j'ai compris que la politique était un levier du changement, quoi qu'on en dise. On aime la politique ou on n'aime pas, on aime ceux qui la font ou ceux qui ne la font pas. La politique, elle demeure un levier du changement qui est puissant. Moi, ça, j'ai pu le constater à l'âge de 23 ans en étant en responsabilité dans ma commune, de ma petite commune à Romans-sur-Isère. Donc, c'est vraiment la première chose qui m'a fait tenir. La deuxième, c'est que j'ai un environnement familial qui, voilà, moi, c'est vraiment le rempart contre tout le reste. Et c'est d'ailleurs grâce à ma fille, ma famille, que j'ai pu à un moment donné aussi me protéger, parce que je raconte aussi une expérience douloureuse. Hein. J'ai été agressée dans une chambre d'hôtel par un journaliste. Et c'est vraiment, vraiment venu me heurter à un moment donné. Et là, pour le coup, ça a été pour moi un moment de rupture où je me suis dit, j'arrête, je décide de faire de la politique pour accompagner ce changement, apporter ma pierre à l'édifice, mais je ne le ferai pas par contre au détriment de ma propre santé, ma propre sécurité physique et mentale. Donc à la suite de cette agression, j'avais décidé d'arrêter. Ma famille m'a vraiment entourée, m'a aidée. Et quand j'en ai parlé au maire, parce que j'avais peur aussi, bizarrement, j'avais peur de ne pas être prise au sérieux, de ne pas être crue. Et à ce moment-là... C'est normal. Pardon? C'est pas bizarre, c'est normal. Souvent, ouais. les victimes ont du mal à parler. Oui, je culpabilisais de m'être retrouvée à un moment donné dans la chambre d'hôtel d'un journaliste que je considérais bien, que je connaissais, etc. Et en fait, quand une semaine après cet événement, je suis allée voir le maire et qu'il a eu l'attitude qu'il a eue, qui est en somme une attitude tout à fait normale, hein, parce qu'il m'a juste écouté et cru. Ben, en discutant avec lui, quand je lui ai apporté ma lettre de démission, il m'a dit non, il m'a dit c'est pas à toi de partir, c'est à lui de partir en fait. Il faisait partie d'une séquence de travail, il était partenaire avec nous sur des projets de coopération avec l'Arménie. Et c'est son attitude à lui et du reste du groupe qui m'a aidé justement à prendre le dessus et à me dire effectivement, là, je ne suis pas dans une bonne passe. Et ce qui m'est arrivé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal à cause de son attitude à lui, pas de la mienne. Et grâce à ça, ça m'a permis de reprendre le dessus. Ça m'a permis de me rappeler qu'il y avait vraiment des choses dégueulasses à combattre, y compris celles-ci en lien avec la misogynie, avec le sexisme, avec les violences qui sont faites aux femmes. C'est vrai que bon, après ce qu'a raconté Latifa, après c'est difficile de pouvoir continuer, mais c'est clair que le rempart c'est la famille. En fait, j'ai tout de suite mis ce monde-là à part. C'est-à-dire que il y avait cet environnement. Déjà, j'ai un travail, donc j'ai mon environnement professionnel aussi qu'il faut gérer. J'ai cet engagement politique où je le fais parce que, comme le disait Latifa très bien, c'est qu'on le fait pour les autres. Il y a un intérêt collectif. On ne le fait pas pour soi ou pour une promotion ou quoi que ce soit, parce que moi, de toute façon, j'ai mon travail. Et aussi, j'ai une cellule familiale, j'ai mon mari, j'ai les enfants. Donc, forcément, j'ai aussi ça à construire, que je construisais en même temps. Donc, pour moi, il y avait des choses différentes. Et ce qui pouvait se passer au sein de la politique, des inimitiés avec certains, des incompréhensions et tout ça, pour moi, je le laissais enfermer là-dedans. Et quand j'étais chez moi, j'en parlais forcément. Et puis pour dire, voilà, j'ai tout le mal que je pensais, je me défoulais et je disais des choses. Mais pour moi, c'était du plus. C'est-à-dire qu'il était hors de question que je me tue à la tâche avec certaines personnes. C'est clair, ça blesse. Des fois, les relations avec certains ne sont pas toujours simples. Mais en même temps, pour moi, c'était du plus. C'est-à-dire que ce n'était pas un engagement qui était en lien avec mon travail ou en lien avec ma famille, où je n'avais peut-être que ça. Parce que pour certains, c'est vrai, ça peut être que ça. Je continue ou bien on laisse Latifa du coup. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai toujours fait la part des choses. Et donc, ça ne m'a jamais vraiment affectée. Et j'ai eu beaucoup de déconvenues au sein du Parti socialiste, au moment de certaines échéances, notamment au moment des élections législatives en 2012, où, pour le coup, voilà, on était bien partis avec ma section, la section de Suresnes, parce que c'était un canton de Nanterre et Suresnes, pour les élections législatives en 2012, où j'étais bien partie. En plus, Hollande avait le vent en poupe, donc le Parti socialiste avait des chances de remporter les élections présidentielles. On était bien installés, mais c'était sans compter des jeux d'appareil internes au Parti socialiste, donc pas liés à moi,
ou à ma condition, puisque c'était pour une autre personne d'origine maghrébine, donc voilà, mais qui lui a eu... hein? Oui, mais un homme. Pardon? Oui, mais c'est un homme voilà. Qui a eu les dents plus longues, parce que moi, on m'a dit, Habiba, le mieux, c'est que tu demandes la réservation femme de cette circonscription. Comme ça, on est sûr que ça peut être qu'une femme qui peut être candidate. Et moi, j'étais fière, j'étais sûre de moi. Je sais que j'ai la majorité dans mes 2 sections en termes de vote. Je sais que j'ai mes compétences. Il était hors de question qu'on me vole cette désignation, que je serai désignée parce que je suis majoritaire et parce que je travaille. Le mec, il est là que depuis 2 ans. Et si on impose une femme, ça veut dire que j'ai été désignée parce que j'étais femme. Et je ne voulais surtout pas. Et tu sais quoi? Je l'ai regretté parce que malgré tout, on a suspendu le vote. Il n'y a pas eu de vote. Et le mec, lui, il a été imposé. Tu vois? Parce que moi, j'ai refusé qu'on m'impose le fait que ce soit une femme. Et j'avais du coup toutes mes chances d'être là. Et j'ai pas écouté ceux qui étaient là avant moi en me disant, Habiba, ça joue pas comme ça. Je dis, non, mais les statuts, ils sont clairs. D'abord, il n'a pas 2 ans de parti, donc il ne peut pas être candidat et il n'a pas de suppléant. Et ben, je te jure qu'ils n'en avaient rien à foutre. Pardon, je vais commencer à... Et ben, les statuts, quand ils veulent imposer quelqu'un, ils s'en fichent. Et il y a plein de dérogations possibles, en fait. Et moi, j'ai voulu la jouer à la loyale, vraiment. Et j'ai perdu. J'ai perdu dans le sens où je n'ai pas été désignée. Et dans ces moments-là où c'est la faute à personne, parce que encore les gens qui étaient autour de moi, ici, localement, ils étaient avec moi, parce qu'eux aussi ne voulaient pas de ça. C'était au niveau national, tu vois. Mais ce qui se passait au niveau national dans ma circo se passait partout ailleurs, pour d'autres personnes qui n'étaient pas forcément là, sauf que tu n'avais pas les dents assez longues, tu n'allais pas traîner partout pour dire non, c'est toi, il faut que ce soit toi. Pour moi, et c'était légitime que ce soit moi et j'avais pas de raison que ce soit pas moi. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et heureusement, il y a la famille pour t'aider à reprendre confiance en toi en disant, c'est en plus. C'est un truc que je fais en plus. C'est dégueulasse. Mais bon, voilà, c'est le jeu de la politique partisane. C'est un monde vraiment de requins où quand les places sont chères, il faut vraiment se battre. Et si tu n'es pas dans un tempérament où tu dois te battre vraiment, où tu dois t'imposer, alors que tu sais que tu as tout ce qu'il faut, mais t'imposer en plus, ça veut dire, pour moi, quand tu te bats, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance déjà en toi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que les autres ne t'ont pas reconnu. Tu vois, c'est particulier. Et si tu n'es pas comme ça, en fait, ça ne marche pas. Alors que ça marche ailleurs. Normalement, c'est bon, tu es compétente, tu passes, il n'y a pas de raison. En politique partisane, ça ne marche pas comme ça. Et donc, c'est clair que du coup, quand tu reviens dans ton environnement familial, voilà, mon mari, les enfants, où c'est stable, où les gens aussi, des fois, te jalousent, cette stabilité. Hein. Moi, j'ai eu des cas de personnes qui, quand je suis tombée enceinte, étaient en pleurs, quoi. C'est horrible, quoi, parce que c'était pas dans cette situation-là. Comme si c'était... tu avais tout, tu avais un travail, tu étais engagé, politiquement, tu avais ta place, tu avais une famille, genre, il n'y avait rien. Parce que pour certains, il n'y a que ça, en fait. Donc, ils mettent de côté autre chose. Et donc, du coup, c'est un sacrifice. Ils disent, bon, j'ai pas ça, mais moi, j'ai ça. Donc, du coup, ils s'accrochent à la politique parce qu'ils n'ont plus que ça, tu vois. Et donc, j'ai l'impression que tu as tout. Et comme tu as tout, on peut se permettre de s'agripper à toi et de t'arracher des choses parce que de toute façon, tu as autre chose, tu vois. Mais non, parce qu'en fait, tu bosses des fois 3 fois plus qu'eux, tu vois. Et tu dis, non, mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Et donc, ça, c'est dur. Donc, la famille, ça aide quand même à dire, bon, c'est pas grave, voilà, il y a d'autres choses. Et on se dit, bon, je me remets en selle pour après et c'est la faute des autres. Et justement, ça te donne plus d'armes à combattre. À combattre cela, il faut le dénoncer, bien sûr, il ne faut pas laisser passer pour pouvoir changer les choses. Ça te donne encore plus envie de changer les choses, en fait, tu vois. Mais je pense que ça, c'est important. La cellule familiale qui soit compréhensive et qui t'encourage, parce que je pense aussi ça c'est important en politique. Je ne suis pas à la TIFA, c'est sûr que si tu n'as pas ta famille derrière toi, c'est très difficile, parce qu'en politique c'est que des rageux, tu vois. Donc, si en plus, tu rentres chez toi, en plus si tu rentres chez toi et que les gens te disent ouais franchement arrête ton truc là, tu saoules. La politique c'est une aventure collective et d'abord dans sa cellule familiale. Il faut vraiment que, moi, pour le coup, mes premiers supporters, mes premiers compagnons de route, mes premiers camarades, c'est ma famille.
Et on partage d'abord l'amour et la passion de la politique et de l'actualité. Et ça a été un gros plus, moi, dans la trajectoire qu'à un moment donné, j'ai choisi de porter. Et Abiba, tu pointes quelque chose qui est fondamental. Je pense que ce qui va aussi nous démarquer peut-être de certains professionnels de la politique, c'est qu'on n'a pas que ça dans la vie. Et c'est ce qui va, ça c'est vraiment pour le coup un des écueils qu'il faut vraiment éviter en politique et qui malheureusement il est à l'œuvre, il est majoritaire quand même globalement. C'est que tu as beaucoup de professionnels de la politique qui ne font que ça et ce sont souvent eux qui tiennent les boutiques, les barons, les modes de dysfonctionnement à la baron dans les territoires. Ce n'est pas un mythe, c'est quand même globalement la règle. Et c'est à ça qu'on s'est confronté peut-être d'une façon complètement différente, toi dans ton territoire et moi dans le mien. Mais moi, très clairement, par exemple, aux élections législatives, c'est quand même globalement le Parti socialiste, l'état-major socialiste du département de la Drôme qui m'a planté un coup de couteau dans le dos parce que comme j'avais quitté le PS en 2015, ils avaient envie de se venger et du coup, c'est eux qui m'ont savonné la planche et qui ont été les plus exécrables au niveau de la campagne et qui n'ont pas hésité à appeler à voter pour une candidate de droite dure qui avait pris la parole au moment de la manif pour tous, qui était contre le mariage pour tous, par exemple, des choses comme ça. Si tu veux, en termes de valeur avec le Parti socialiste, elle était complètement à l'opposé de ce qu'on pouvait défendre, nous et moi aussi. Et donc là, c'est vraiment pour le coup quelque chose de très, très important au niveau de notre conception de la politique. Là, je dis bien la nôtre, parce que c'est un élément de nos vies, mais ce n'est pas l'élément central. Ça en fait partie, mais ça doit rester une mission et ça doit rester quelque chose en plus qui doit être partagé, démocratisé, accessible au plus grand nombre. Et plus on ouvrira la politique, plus on ouvrira le pouvoir, et plus on sera en capacité et en phase avec les réalités de terrain et les besoins que nous avons. Okay. Ce que j'ai juste pour terminer par rapport à ce que vient de dire Latifa, moi ce que j'ai découvert aussi, et là pour le coup là je suis tombée des nues vraiment à ce moment-là en 2012, c'est qu'en fait, il ne suffisait pas d'être engagé, d'être présent, de militer, de défendre réellement, concrètement ce que nous, on prenait dans nos motions du Parti socialiste et tout ça. Il fallait surtout connaître des gens. Oui, le réseau. Avoir du réseau, chose que je n'ai pas entretenue, parce que localement, je n'en avais pas besoin. Beaucoup qui sont arrivés aujourd'hui assez haut niveau, c'est des gens soit qui ont été conseillers parlementaires, qui ont traîné, j'ai envie de dire, à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui ont côtoyé des élus, qui ont travaillé pour eux, donc qui sont engagés du coup dans le parti de manière un peu plus forte et qui sont aux manettes, qui fait que eux, quand ils veulent se placer, c'est plus facile parce qu'ils connaissent les gens. Mais quand toi, tu arrives, c'est la secrétaire de section du Parti socialiste, parce qu'à l'époque, j'étais secrétaire de section du Parti socialiste, en plus, pour te dire un peu comment j'ai été traitée par le national. C'est tout, je ne suis que ça. Je n'ai pas de mentor, je suis affiliée à personne, je n'ai pas de soutien au niveau national, je n'ai pas besoin pour évoluer localement. Mais c'est ça qui fait la différence, qui, au niveau national, quand ils doivent désigner, quand ils doivent garder des circonscriptions, ils vont les garder pour leurs potes, pour leur soutien. C'est-à-dire que si j'ai été affiliée à quelqu'un et que ce quelqu'un, il avait droit à certaines circonscriptions, parce que la base, c'est on vote, c'est que chaque section vote qui sera son candidat. D'accord ? Mais sur des élections nationales comme celle-ci, ça dépend des circonscriptions, le national se réserve le droit de préempter et de choisir lui qui va y aller. D'accord ? La mienne, il y avait 0 enjeu. Sauf que le mec, il voulait impérativement, il a tout fait pour que cette circonscription-là, elle lui soit réservée. Tu vois ? Chose que je n'ai pas faite. Il a fait ça alors qu'il n'avait que 2 ans de parti, parce qu'il savait bien comment ça marchait. Alors que moi, à ce moment-là, en un peu plus de 10 ans de parti, j'avais jamais fait ça. Moi, Solferino, pourtant c'était à côté, j'y suis jamais allée, quoi, tu vois. Et en fait, c'est ça qui nous a manqué, cette connaissance du réseau, et surtout, on nous a pas dit qu'il fallait ça. On nous a pas dit que ça marchait comme ça, non, tu vois. Donc, ça va même beaucoup plus loin. C'est pas que non seulement on nous l'a pas dit, c'est qu'on se garde bien de nous le dire. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement en vase clos. Dont on est exclu. Moi, je vous dis très clairement, de toute façon, j'ai quitté le Parti socialiste en 2015. Et si j'ai quitté le Parti socialiste, ce n'est pas pour les valeurs. La vitrine est magnifique. Moi, c'est pour les cuisines sales dans l'état-major départemental du département 26, avec notamment une poignée de personnes, parce que les camarades, pour certains, ils ont été exceptionnels. Ils m'ont vraiment
aidé à me former politiquement. Mais le mode de fonctionnement, d'ailleurs, je ne parle pas de mode de fonctionnement. Je sais que peut-être, Habiba, tu es encore parti socialiste, mais pour moi, c'est un mode de dysfonctionnement. C'est c'est vraiment du vase clos. On s'arrange avec les règles du parti. On fait dire ce qu'on veut. À un moment donné, si on a envie de t'exclure, on le fera. Si on a envie de t'utiliser pour te contrer contre quelqu'un, les règles, on va les contourner entre toi et moi. Donc, c'est vraiment de la tambouille interne qui parfois peut être vraiment dégueulasse et produire des choses vraiment dégueulasses. Parce que moi, je le redis, la campagne de 2017, elle a été dégueulasse. Enfin, il y a eu des appels au viol, des appels au meurtre. Essayer de rentrer chez toi à 3 heures du matin parce que tu es candidate à un moment donné, ce n'est pas normal. C'est complètement anormal. Et ça a été permis parce que aussi certains grands politiques avec une aura nationale se sont permis certaines réflexions et ont permis à certains de l'ouvrir et de l'ouvrir de façon dégueulasse. Donc, c'est vraiment des modes de dysfonctionnement et si on n'a pas conscience de la nécessité de changer ça, y compris en interne, parce qu'on prône la démocratie, mais si dans les grands partis politiques, on n'est pas en capacité de changer ça, il y a un gros souci. Et qu'on ne s'étonne pas, après, derrière, là, on est à la veille du 2e tour d'une élection qui a démobilisé 2 Français sur 3. C'est normal. Je veux dire, quelle surprise y a-t-il dans le désintérêt des urnes quand on voit les dysfonctionnements à l'œuvre et qu'on ne se retrouve pas dans les personnes qui nous représentent. Moi, à un moment donné, oui, je ne ressemblais pas du tout au personnel politique de ma commune, de mon département, de ma région. Et comment voulez-vous que les gamins s'y retrouvent à un moment donné? On ne se ressemble pas, on ne parle pas la même langue quasiment, on n'est pas confronté aux mêmes réalités. C'est normal qu'on se désintéresse de la politique. Il faut redonner envie. Et pour redonner envie, il faut l'ouvrir, il faut écouter. Il ne faut pas blablater, il faut écouter quels sont les besoins. Et c'est à partir de là qu'on commence à recréer des liens, à recréer de la connexion avec les citoyens. Et c'est la raison pour laquelle, moi, à un moment donné, j'avais rejoint Emmanuel Macron. Très rapidement, j'ai compris que c'était de la poudre de perlimpinpin. Donc, pareil, j'ai requitté La République En Marche et j'ai décidé, pour le coup, pour arrêter d'être déçue par ces grandes familles politiques, eh bien, de créer mon propre parti politique, de le cofonder avec Aurélien Taché, avec Émilie Cariou et Guillaume Chuchet, avec d'autres personnes, et de se dire, là, peut-être que je vais y arriver. Parce que la politique, c'est une aventure collective, on ne peut pas la mener seule. Donc, je me dis, peut-être que là, on va réussir à créer quelque chose. Moi, je m'inscris vraiment dans la transmission de celles et ceux qui ont envie de commencer à un moment donné, et pour pas qu'ils se retrouvent dans la même situation que Habiba ou la mienne, à se dire, on fait comment pour faire de la politique? Je vais vous dire, moi, j'ai une expérience. J'ai envie que vous vous intéressiez à ce qui se passe dans votre ville, dans votre quartier, dans votre association. Je vais vous donner les outils que moi j'ai pu avoir pour vous éviter les écueils auxquels je n'ai pas su me dérober et pour que vous soyez pleinement citoyen. Et je pense que c'est cette démarche-là qui manque aujourd'hui et qui manque à la démocratie tout simplement parce que c'est ce souffle-là qui va nous manquer et qui peut conduire à des choses très, très graves, en tout cas. Voilà. Tu as répondu en partie... Du coup, à l'une des dernières questions que je voulais vous poser, parce qu'il me semble que l'heure tourne, justement le désintérêt, voire la défiance de la population, des citoyens, envers, et notamment la population nord-africaine et ou musulmane, envers la classe politique en général. Là, on dépasse même le cadre du PS ou d'un autre parti. C'est aussi, à mes yeux en tout cas, ce qui explique une partie c'est une des raisons des fortes abstentions à l'élection là qu'on a en ce moment ou aux précédentes, d'avoir l'impression en gros, et très sincèrement c'est mon cas, de me dire j'en ai marre de voter pour le moins pire parce que de toute façon on se retrouve déçu, voire encore plus oppressé par les décisions politiques au niveau national, et aussi parce que finalement on ne se reconnaît plus, on ne se reconnaît plus dans les valeurs aussi qui sont portées par les grands partis. Donc, toi, ta solution, Latifa, est de créer ton propre mouvement et d'essayer d'expliquer au mieux aux gens dans ta circonscription quels sont les enjeux. Toi, Habiba, comment tu vois les choses? Tu as également quitté le PS, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux en parler un petit peu et dire quelle est... alors, on n'a pas une solution, hein, clairement, mais comment tu vois, toi, les choses à les moyen, long terme pour toi en termes d'engagement politique? Ouais. Moi, j'ai quitté le Parti socialiste en 2019, ou même en 2018, je ne sais plus, après les élections législatives, parce que j'étais pour le coup cette fois-ci candidate aux législatives en 2017, où là, du coup, vu que le PS n'avait plus le vent en poupe,
Malheureusement, c'était assez catastrophique pour le Parti socialiste au niveau national. Mais pour autant, on ne m'a pas aidé. Hein. Même la fédération, je ne parlerai pas de cette histoire, mais c'est toujours pour des questions locales que ça se passe mal, des fois, plus que le niveau national. Et en tout cas, sur les valeurs. Et là, pour le coup, j'ai quitté pour des raisons, après le quinquennat de François Hollande, pour moi, c'était juste plus possible. Toutes les personnes qui portaient des valeurs de gauche et qui le disaient et qui le faisaient quittaient le Parti socialiste. Donc pour moi, il était évident que je n'allais pas rester longtemps. Et mes dernières expériences locales m'ont poussée à partir parce que rester dans un parti avec qui tu ne partages plus rien avec les gens, même personnellement, où c'est que de l'hypocrisie H24, tu dis stop, j'ai autre chose à faire, d'accord, je vais rouler ma bosse ailleurs. C'est ce que j'ai fait et moi j'ai rejoint en fait la gauche républicaine et socialiste qui reste un parti socialiste parce que je suis socialiste et que l'offre politique qui se présentait pour moi était la seule. Voilà, après il n'y a aucun parti qui est parfait, moi je vous le dis, il n'y a aucun parti où on va cocher toutes les cases en se disant celui-là c'est mon parti, il correspond à 100%, il n'y en a aucun. C'est celui qui se rapproche le plus de mes valeurs, de mes idées et surtout cette volonté qu'ils ont de vraiment respecter la démocratie interne, que tout le monde puisse participer, qu'il n'y ait plus toute cette cuisine dont parlait Latifa et que, in fine, voilà, que les gens, on voit les gens par rapport à leur mérite et par rapport à leur travail. Voilà. Alors, c'est un petit parti, donc je n'ai pas d'ambition particulière, mais au moins, ça me permet de ne pas être sans parti. Et ça, c'est important parce que ce désintérêt qu'on a pour la politique, malheureusement, c'est les partis eux-mêmes, en tout cas les grands partis eux-mêmes qui l'ont construit, parce que ça va dans tous les sens. La base ne s'exprime plus. Les seules personnes qui s'expriment au niveau national, on va dire, ce sont les grands élus, les grandes personnalités, qui pour beaucoup disent des conneries et qui disent des fois l'inverse de ce qu'on devrait défendre. Et donc, du coup, ça met de la confusion dans la tête des gens. Donc, on pourrait se dire, allez, on s'engage de manière citoyenne. Le problème, c'est que la politique en France, elle n'est pas organisée comme ça. Il faut des partis, il faut des organisations qui encadrent les élections, qui puissent entamer des campagnes. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup n'ont pas réussi justement en montant des listes citoyennes, des choses comme ça, parce que malheureusement, il faut de l'argent. Tu peux peut-être y arriver au niveau local et encore, ceux qui sont déjà installés et qui ont déjà les manettes ne te permettent pas de pouvoir avancer parce que justement, tu peux avoir plein de gens autour de toi qui te soutiennent, mais si tu as des élus, des maires, des députés qui viennent les débaucher, c'est fini, quoi, tu vois. Donc, tu n'as pas cette même force-là. Donc, je pense que l'engagement partisan, il reste quand même le passage obligé si tu veux t'exprimer, si tu veux faire des choses, on va dire, politiquement. Après, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que les gens se sont aussi désintéressés de la politique. C'est les médias. Aujourd'hui, on a la majorité des thématiques qui se sont construites autour de l'islam, autour de la sécurité et l'extrême droite a beaucoup joué là-dessus, a tiré la droite vers son extrême, a tiré la gauche vers la droite et aujourd'hui on a l'impression que le débat ne tourne que autour de ça. On l'a vu là par exemple pendant les élections régionales où la sécurité c'est pas une compétence de la région, on n'a parlé que de ça, de la sécurité. Alors on a trouvé un truc pour dire la sécurité dans les transports parce que la région gère les transports, mais on a ramené ça à la sécurité alors que la majorité des compétences, c'est pas ça. Parce que ça fait parler, parce que ça fait du buzz, parce qu'on en parle dans les médias, parce qu'on peut entendre certains extrêmes s'exprimer, ça fait de la publicité et du coup on a déplacé le débat et les politiciens aujourd'hui, excusez-moi, même de gauche, se sentent obligés d'aller sur ce terrain-là
pour être écoutés, alors que c'est à nous de faire de parler de notre programme, de parler de notre idée, de nos idées et de faire, j'ai envie de dire, l'agenda, de créer notre agenda politique. Et malheureusement, on peut pas, et les médias sont tellement forts, ils sont tellement présents, en tout cas les mainstream, que du coup, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Et donc, les gens, alors du coup, en termes et aussi les sondages, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je trouve que les sondages ont tué aussi la participation. Parce que quand on nous dit à l'avance qui va gagner, qui va perdre, ça démobilise, il n'y a plus de surprise. Les gens ne savent plus pourquoi ils vont voter. Alors qu'ils se disent, ah bah tiens, j'ai un rendez-vous dimanche, c'est un rendez-vous démocratique, je vais aller m'exprimer, je vais aller exprimer mon choix. Les gens, ils n'ont pas l'impression que ce soit vraiment important finalement. Donc, du coup, il y a aussi ce désintérêt. Mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs et je ne suis pas assez calée pour pouvoir analyser tout ça. Mais les gens aussi arrivent à un moment où ils ont l'impression que tout se passe sans eux, que les débats de toute façon se passent sans eux, que donc on ne voit pas l'intérêt d'aller voter tout simplement. Ouais. Non, juste le problème du débat, c'est qu'on n'a pas de débat. C'est ça le problème, Habiba. Le problème, c'est que moi, je vois des gens qui s'aboient dessus à la télé. Et c'est qui va saturer la conversation. Et la personne qui sature le plus la conversation, on pense que c'est elle qui a raison. Et donc, on va aller dans la provocation, on va aller dans des mots de plus en plus violents. Mais moi, à un moment, que ce soit n'importe quelle chaîne, comme tu dis, mainstream, je vois des gens s'aboyer dessus, se crier dessus, se parler. Et je dis, mais c'est pas. Enfin, si la France se targue d'être le pays des idées et des débats, cette ère-là, elle est complètement morte pour moi, parce que moi je trouve ça pathétique, en fait. Et c'est ça aussi, moi, qui ne me donne pas envie de voter, parce que quand je vois des gens s'aboyer dessus, je me dis, bon, arrêtez, moi, j'ai pas besoin de et t'as des gens. Là, on a un débat, enfin, on a des gens qui s'expriment et qui prennent le temps de parler, mais il n'y a plus ça Mais déjà, ils refusent d'aller dans ces émissions-là. Ils refusent parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas gain de cause et qu'on va tout de suite, on va dans la démagogie. Alors que des fois, quand on a envie d'expliquer quelque chose, il faut être sur du temps long. Et ça, cet espace-là, il n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. En fait, ce que tu dis, Nora, c'est extrêmement important. Je pense que cette notion du débat qui est perdu, elle est fondamentale. C'est vrai, on est vraiment dans ça en ce moment, c'est que c'est binaire. Tu es avec moi ou tu es contre moi. C'est Twitter. Il n'y a plus de nuance. On est vraiment dans une crise de la nuance et on n'a plus la capacité à s'écouter et à débattre. Et pour le coup, moi, je trouve que c'est extrêmement fondamental. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand on en revient, quelle est la plus grande des solutions? Vous allez me dire, c'est tellement bateau, mais c'est l'éducation. C'est qu'est-ce qu'on donne comme moyen pédagogique pour accompagner cette dimension citoyenne. Et c'est ce que vous permettez aussi par des podcasts comme celui-ci ou dans d'autres médias. Moi, je sais que j'ai la chance de pouvoir intervenir sur d'autres médias comme Direct Citoyen, où on va prendre le temps de débattre. Parfois, ça peut durer 2h30, 3 heures, avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes avis que nous, mais c'est ça qui est sain. Et on peut se parler, ne pas être d'accord, s'écouter, se respecter et donner la possibilité aux auditeurs de se faire leur propre opinion. Mais ça, on l'a perdu, mais parce que ça favorise les extrêmes, ça fait faire du bad buzz, ça fait vendre, c'est du spectacle et ça marche très, très bien. Et puis, ça t'évite de réfléchir au passage, c'est encore mieux, quoi. Et le deuxième problème que j'identifie, donc tu as ce problème-là auquel les médias mainstream participent en grande partie, mais il y a aussi le fait que l'offre politique, elle n'est pas intéressante. C'est toujours un peu plus cela ou un peu moins cela. Depuis, la politique ne joue plus son rôle de faire changer la vie des gens. Un peu moins de droite ou un peu plus de gauche, ou ni la droite ni la gauche, finalement, même cette troisième voie-là, elle ne permet pas aux Français de voir leur vie changer, ou alors elle s'est empirée pour certains. D'où aussi, on dit que les Français ne s'intéressent pas à la politique. Si, ils s'intéressent à la politique. C'est un peuple qui aime la politique. La preuve, les Gilets jaunes, c'est quand même spontanément un mouvement qui s'est mis... Il y a eu des gens dans la rue tous les week-ends. C'est juste exceptionnel. Enfin, je veux dire, là, il y a une ferveur citoyenne qui est assez incroyable. Moi, je ne suis pas d'accord avec le saccage, etc. Mais quand même, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'intéresse, mais que l'offre politique ne répond plus aux réalités, aux besoins des gens. Et il est là le problème. Et c'est là que les politiques doivent faire leur mea culpa et qu'ils ne le font pas. Et que moi, j'ai décidé, pour répondre à ça, de cofonder un parti politique. Et l'axe majoritaire, c'est la démocratie et lutte contre les discriminations. Parce que si on n'a pas ça, on n'a rien. En fait, on ne peut rien construire d'autre. En fait. Si on n'a pas déjà, on ne peut pas partir sur un pied d'égalité
on n'a pas d'avenir en commun, en fait. Donc, c'est pour ça que, voilà, je boucle la boucle par rapport à ça en ce qui me concerne. Et je ne vais pas pouvoir rester bien longtemps en plus. Ouais, on va clôturer, c'est bien. On pourrait parler de l'engagement politique pendant des heures, mais on n'a pas ces heures. On va juste Plein de rappeler choses à les dire encore. recommandations et du coup, on va commencer par Latifa qui va devoir partir avant la fin, je pense. Donc, on te laisse la parole. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour finir sur une touche un peu plus légère ou pas d'ailleurs, mais De manière générale, une faites-vous recommandation confiance. Moi, autour pardon? de femmes nord-africaines que tu trouverais inspirantes ou intéressantes à partager. J'ai pas forcément comme ça des femmes inspirantes qui nous entourent, il y en a plein. Moi, je rends hommage à la première de celles qui m'a inspirée, c'est ma mère, parce qu'on va toujours chercher l'inspiration dans les bouquins, dans les histoires, etc., alors que parfois ils partagent le même toit que nous. La première féministe, la première femme qui m'a inspirée, c'est ma mère, et je lui rends hommage dans mon livre. Et je pense que c'est bien de... Voilà, c'est une femme ma fille. Que je vous conseille et que je vous recommande aussi pour le coup. Merci beaucoup. Et c'est vraiment d'aller chercher l'inspiration à côté de chez nous, parfois dans nos foyers, parce qu'on a plein de magnifiques histoires qui sont absolument magnifiques, qui peuvent nous transcender, qui peuvent nous inspirer pour l'avenir. Et le deuxième point, c'est l'audace, parce que l'audace, c'est vraiment ce qui va vous permettre de pousser des portes et vous n'êtes jamais déçu quand vous faites acte d'audace. Donc, foncez, faites-vous confiance et n'oubliez pas que les plus belles choses sont à notre portée. Voilà, merci beaucoup en tout cas Diana pour cette invitation. Je vous dis à très très bientôt. Abiba, à bientôt également. Ouais, à très vite, oui. Merci. Au revoir mesdames. Au revoir. Merci. On va continuer toutes les trois pour la fin des recommandations. Quelle de vous deux veut prendre la parole? Habiba. Oui. Alors moi, je voulais vous parler du professeur Hakima Himish. Alors, une note un peu plus légère, mais bon, c'est moins léger. C'est une infectiologue marocaine qui a pris en charge le premier malade du sida au Maroc en 1986. Et elle a fondé l'association de lutte contre le sida au Maroc, qui est l'association de lutte contre le sida la plus importante d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc, elle est au Maroc. Et elle a cofondé aussi Coalition Plus, qui est une coalition de plus d'une centaine d'organisations dans le monde qui luttent contre le sida. Et elle en a pris la présidence là l'année dernière. Et je voulais parler d'elle parce qu'on parle très peu de femmes médecins. Elle est d'origine marocaine et surtout qui a fait un gros travail au Maroc de vulgarisation, en tout cas dans la lutte contre le sida, parce qu'au-delà de la lutte contre le sida, elle a surtout ouvert les yeux auprès des citoyens marocains sur la situation des malades. Et elle a un peu libéralisé un peu cette parole, ouvert la parole des personnes qui étaient atteintes de la maladie, qui étaient un petit peu mis de côté. Elle a même fait des soirées pour la première fois dans la télévision marocaine publique dans la lutte contre le sida. La distribution de préservatifs, maintenant, aujourd'hui, elle est faite au Maroc, c'est grâce à elle, parce qu'elle a complètement ouvert toutes ces questions-là, et c'est une pointe dans la lutte contre le sida. Et donc, c'est au-delà de la lutte contre la maladie, c'est tout ce qui est à côté. C'est-à-dire que voilà, on a aujourd'hui des personnes, on peut parler facilement aujourd'hui de l'homophobie, de l'homosexualité au Maroc, un peu plus. Je ne dis pas que c'est plus simple aujourd'hui, mais un peu plus. Des travailleurs du sexe aussi qui prennent de plein fouet aussi cette maladie et pas que. Et pour dire aussi, c'est pas que parce qu'on a aussi beaucoup de femmes, des mamans qui sont à la maison et qui contractent la maladie. Et c'est grâce à elles qu'on a su qu'il y avait justement que c'était un fléau et qu'il fallait se mobiliser contre le sida au Maroc. Elle est carrément même reconnue internationalement et je pense qu'on n'en parle pas assez et c'est pour ça que je voulais un peu parler d'elle. C'est le professeur Hakima Himish. Bah, tu as bien fait parce que voilà. je découvre son nom et du coup on notera tout ça pour trouver plus d'informations sur cette femme remarquable. Donc merci. Voilà. Merci. De rien. À toi Nora. Ah, c'est à moi. Oui. Alors moi, j'ai eu du mal à trouver des femmes nord-africaines dans la politique, soit des documentaires sur elles ou des reportages, enfin à part Rachida Dati, mais j'avais pas trop envie de mettre le focus sur quelqu'un, voilà, c'est Sarko.
Il y a aussi Farida Khelfa qui a fait un documentaire sur Sarkozy, mais voilà, encore une fois, je ne veux pas que ça tourne autour de lui. Donc, moi, j'ai adoré le documentaire sur Netflix de Alexandria Ocasio-Cortez, qui s'appelle Cap sur le Congrès. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est déjà le parallèle entre femmes latinas et femmes nord-africaines, la France, États-Unis. Je trouve qu'on a beaucoup de choses en commun. Comment cette femme, barmaid, travaille dur au quotidien, se lève tôt, et puis bam, 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 on voit l'évolution, comment elle va dans la rue, elle distribue les tracts pour partager son combat politique, et qu'elle y arrive. Et à la fin, on pleure quand elle est élue, on est avec elle. Donc, moi, Cortez, c'est une de mes figures d'admiration. La deuxième, je voudrais rendre hommage à Aïcha Chana. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, Aïcha Chana, c'est une très, très grande militante au Maroc, et c'est une des premières à ouvrir des foyers pour des femmes enceintes célibataires. Oui, ce qu'elle s'est pris dans la figure, ce n'est pas normal. Ce qu'elle s'est pris dans la figure, ce n'est pas normal. Elle a été insultée de mère Macrel, elle a été insultée, tu organises le plus grand bordel du Maroc. Enfin, elle s'est pris tout ce qu'il faut. N'empêche qu'elle a c'est une des premières à mettre une structure pour ces femmes nord-africaines. Elle a d'ailleurs écrit un bouquin en 85, je crois, qui s'appelle Miseria. Et donc, elle a non seulement recueilli ces femmes, elle a mis une structure pour qu'elles puissent être intégrées dans la société, qu'elles puissent développer leur économie elles-mêmes. C'est une femme remarquable, Aïcha Chana. Je vous conseille donc de lire son bouquin Miseria, et elle a eu plusieurs prix. Alors, je vais vous dire ça parce que c'est juste à tourner la tête, le nombre de prix qu'elle a. Et personne n'en parle plus que ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, elle a eu le prix des droits de l'homme en 95 de la République française à Paris pour son association, Opus Prize aux États-Unis en 2009. Et là, elle est chevalier de la Légion d'honneur en 2013. Donc, voilà, Aïcha Chana, chapeau madame. Eh ben, oui, mais du coup, effectivement, quand tu as dit le nom, j'ai pas percuté, mais je crois que je l'ai déjà vu moi dans un documentaire, je ne sais plus lequel. Et c'est il y a pas mal de trucs sur elle, vous pouvez rechercher. Mais... Oui, maintenant elle est reconnue même au Maroc. Hein. Maintenant, elle est reconnue au Maroc, mais ce qu'elle s'est pris pendant des décennies. Du coup, elle a été vraiment pionnière, en fait. Pionnière, voilà, c'est des femmes pionnières qui. C'est ça le courage aussi, le courage politique, il est là. Surtout les femmes, parce que c'est vraiment pour le coup de la vraie politique, comme tu dis, le courage politique, c'était des femmes qui travaillaient pour faire le ménage chez les personnes riches et qui étaient souvent violées par les patrons et qui ensuite étaient traitées comme des moins que rien. C'était souvent ce profil-là. Donc elles sont violées, elles ont la misère, elles se font violer, elles tombent enceintes, et par-dessus le marché, la société leur dit t'es pas une fille bien. Il y a quelque chose qui écarté, va pas. Et donc, maintenant, c'est vrai qu'elle est très respectée, Madame Aïcha Chana. Il était temps, en espérant que ça avance. Moi, je vais rester dans la légèreté, la culture, l'art, tout ça, parce que voilà, on en a aussi besoin. Je vous cache pas, cette semaine a été un petit peu compliquée et que c'était j'étais à sec en recommandation, tu vois, le truc improbable. Comment c'est possible? J'étais arrivée à je ne sais plus qui vous êtes. Et donc, j'ai découvert hier, voilà, je dis les secrets de cuisine des podcasts, de préparation des podcasts Yanda. J'ai découvert hier ce site par une amie, d'ailleurs, Nassema, je t'embrasse, merci. Tu m'as donné un bon tuyau. Le site s'appelle Art for Ness, donc art pour les gens, en Ness en arabe. Donc, c'est une galerie d'art, en fait, virtuelle, en ligne, qui est créée par une femme qui s'appelle Inès Bakouche. Et en fait, elle met en avant des artistes, donc peintres, illustrateurs, illustratrices, issus d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc voilà, on peut, je vous mettrai le lien et le compte Instagram, mais on peut aller sur le site et le compte et découvrir de nombreux artistes, peintres, dessinateurs, etc. Et son dernier projet, on va appeler ça comme ça, s'appelle Mouvement. Donc c'est en ce moment, donc au moment de la diffusion du podcast, je ne sais pas si ça sera fini ou pas, mais vous pourrez quand même aller voir. Et en fait, elle prévoit à travers cette plateforme des visites d'ateliers d'artistes et des expositions en ligne. C'est le truc du moment en ligne, de toute façon. Et là, elle met en avant 3 femmes peintres, donc toutes les 3 issues d'Afrique du Nord. On a Mejda Ben qui est algérienne, Dora Marjoubi qui est tunisienne et Nadia Mounier qui est égyptienne. Donc chacune avec des styles très différents. Mais du coup, ça permet effectivement de
pas de découvrir parce qu'elles existent déjà, n'est-ce pas, mais de découvrir leur travail d'une autre manière quand on est notamment comme nous en France et qu'on n'a pas forcément accès au travail de ces artistes-là. Voilà. Il y a plein de choses super belles dedans et en scrollant le compte Instagram, j'ai vu une illustration, un portrait d'une... j'ai oublié son nom et c'est une honte, d'une femme amazigh de Tiznit qui, voilà, ma ville d'origine au Maroc, qui est à la source, la source, c'est le mot d'ailleurs, qui aurait fait jaillir en fait la source d'eau à Tiznit qui est à la base de la ville, en fait, voilà, la création de la ville. Bref, tout un discours pas très clair pour vous dire que c'est un super site, qui a plein d'illustrations et que envoyez-nous vos dons pour que j'achète une illustration, voilà. Non, voilà, je vais me procurer quelque chose forcément. Je vous mettrai le lien du site qui s'appelle Artfulness, le compte Instagram aussi. Et voilà, je trouve que c'est une belle opportunité de découvrir pas mal d'artistes de chez nous, pour une fois. Voilà, on a tout dit. On ira voir Artfulness. On en a dit beaucoup. On pourrait parler pendant des heures en fait de politique. Ah ouais. Parce qu'il y a non, mais... aspects qu'on n'a pas abordé. Donc, je pense qu'on refera un de ces quatre, une conversation, en espérant de pouvoir la faire en live, en présentiel, pour continuer avec plaisir. Ces questions-là. Merci beaucoup, Habiba, toujours présente. Merci. Pas de souci. Merci à toi, Nadia. Merci à toi, Nora. Et merci pour ce que vous faites parce que justement, on parlait tout à l'heure de la place des médias. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de médias qui prennent le temps de décortiquer et de comprendre un peu la société dans laquelle on vit. J'ai l'impression qu'on passe à côté de beaucoup, beaucoup de choses. Et grâce à des formats comme les vôtres, ça nous permet justement un peu de revenir, d'avoir les pieds sur terre. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, on essaie de prendre le temps de discuter vraiment dans le fond. Merci à vous. Merci. Merci à vous deux. On remercie Latif. C'est bien là, le Sud-Ouest Maroc en fait là, ça sent ouais. On remercie Latif Hachel qui a dû partir, tourner son livre Sois une femme, ma fille, pardon, où elle retrace, c'est un récit autobiographique, elle retrace son enfance, son parcours et son engagement en politique et les différentes agressions qu'elle a pu subir, dont elle a parlé. Et voilà, effectivement, j'ai presque envie de dire, malheureusement, on ne découvre pas que ces agressions existent, mais c'est toujours inacceptable. Oui, c'est toujours inacceptable. Et c'est toujours fort de le lire, que ce soit inscrit et gravé, pour que tout le monde puisse s'en rendre compte, à condition de bien vouloir s'en rendre compte. Voilà. C'est bien que tu aies fait ça. Nora, merci, comme d'hab. À très bientôt. On vous dit à l'année prochaine pour les conversations. Maintenant, je pense que c'est la dernière de la saison. On va essayer de trouver une solution pour les refaire dans de bonnes conditions, même si c'était très bien aussi comme ça. Voilà, on va continuer comme d'hab. Écoutez, partagez, likez, parlez-en autour de vous, surtout. Si vous aimez et que vous kiffez ce qu'on a fait, mettez des commentaires partout, mettez des étoiles sur Apple Podcast. Envoyez-nous de beaux messages sympathiques. Si vous n'aimez pas, n'écoutez pas. Voilà, direz-vous bas. Et surtout, n'en parlez pas, en fait. Si vous n'aimez pas, restez où vous êtes. C'est très bien. On a encore... si, il faut en parler. Il faut toujours parler. En bien ou en mal, il faut en parler. Comme ça... mal, voilà, c'est pas nécessaire. On a toujours des tote bags, quelques-uns qui nous restent. Si vous voulez nous soutenir et les acheter, tout est sur le lien que vous trouvez sur Instagram. On vous le remettra de toute façon aussi. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt. À bientôt, Inch'Allah.